Bienvenue dans le Face à Face, le podcast de France Asso Santé PACA. Droit en santé, intérêt des patients, démocratie. Ici, on porte la voix des usagers. Dans cet épisode, nous allons parler d'une maladie qui affecte de nombreuses personnes, mais qui garde encore ce mystère. Douleurs chroniques, problèmes d'infertilité, troubles urinaires, digestifs, fatigue, dépression, anxiété et intimité altérée. Tous ces symptômes peuvent être le signe d'une endométriose, mais il existe également d'autres symptômes moins connus. L'endométriose en France, c'est en quelques chiffres. 2 millions de personnes touchées, soit une personne menstruée sur 10. Un risque d'infertilité accru pour 30 à 40% d'entre elles. Et un retard de diagnostic moyen de 7 ans. Souvent complexe, l'endométriose génère des douleurs chroniques pouvant avoir un impact sur la vie professionnelle, personnelle et détériorer la qualité de vie des personnes. Dans un contexte de diagnostic tardif, de méconnaissance et de complications, une prise en charge de qualité est un véritable combat pour les personnes. Les tabous et les banalisations autour de cette maladie sont à bannir et la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose de 2022 marque l'importance de prendre au sérieux cet enjeu de santé publique. Une patiente a vécu des soins qui l'ont marquée. Elle a souhaité témoigner et vous présenter son parcours du combattant. Alors sans plus attendre, donnons-lui de la voix. Bonjour et bienvenue Emeline dans ce podcast sur l'endométriose. En quelques mots, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour Julie, je m'appelle Emeline, j'ai 46 ans, j'ai 2 grands-enfants et je suis patiente atteinte d'endométriose déjà depuis plusieurs décennies. Et donc je suis également bénévole auprès d'associations de patients, notamment EndoFrance et France Asso Santé. Je vous remercie. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours ? Alors, dans mon parcours, en fait, j'ai rencontré de nombreux obstacles, et notamment tout ce qui était reconnaissance de la maladie. Je suis née à une période où l'endométriose n'était pas connue. Et puis, il y a eu tout ce qui était du coup prise en charge, diagnostic, enfin tout ce qui va avec ça. Donc, beaucoup de non-dits, beaucoup d'errances, beaucoup de on ne sait pas. Et donc, seule face à la maladie. Oui, j'imagine bien. Et dans votre parcours de soins pour l'endométriose, quels sont les droits en santé les plus souvent bafoués ? Alors, en fait, il y a eu beaucoup de droits de bafoués parce que, évidemment, comme c'est une maladie qui touche à l'intime et comme c'est une maladie qui est méconnue, notamment tout ce qui était droit au consentement, droit à l'information, droit au respect de l'intimité et de la dignité. J'ai pu subir, on va dire, quelques violences gynécologiques quand on a mal et qu'on vous fait l'examen malgré tout. Quand on demande aussi à avoir accès à une chirurgie ou à des traitements comme demander une hystérectomie parce qu'on souffre et qu'on vous la refuse jusqu'au jour où vous faites en fait un choc hémorragique et que vous risquez finalement vous risquez d'y passer. Et puis il y a eu cet épisode aussi où après l'ablation du rectum et du sigmoïde, je devais subir une coloscopie de contrôle. C'est un examen qui se fait sous anesthésie. Et ce jour-là, pour gagner du temps, en fait, le médecin a décidé de faire l'examen sans anesthésie. Donc, il est arrivé. Il a fait un toucher et puis il a mis la caméra sans que je puisse avoir le temps de réagir. Et c'est un événement qui m'a traumatisée. Donc, Bon, c'est pas des choses les plus, les plus drôles à raconter, mais ça fait partie du quotidien des malades. Comment vous arrivez à gérer votre vie quotidienne, la douleur et votre vie professionnelle ? Lorsque j'étais plus jeune, en fait, il n'y avait pas de place pour la douleur. C'était quelque chose de tabou. La douleur, on nous disait que c'était pas grave. Les douleurs de règles, on nous disait que c'était normal, que c'était dans notre tête. La douleur, elle n'était pas légitime, elle n'était pas écoutée. Et la scolarité, du coup, a été compliquée et je me sentais pas du tout entendue par rapport à la douleur. Et même encore maintenant où on trouve des solutions, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu complètement. À l'heure actuelle, on verbalise beaucoup les choses. À l'époque, c'était moins évident. Donc, en fait, je fais partie d'une génération où on apprenait à avancer malgré tout, où on devait aller travailler, on devait aller en cours malgré la douleur. Où effectivement, il y a eu des moqueries parce que il y avait pas toutes les protections qu'on a maintenant, il y avait pas toute cette modernité et donc du coup, j'étais moquée parce que salie, parce que tachée, parce qu'on croyait que lorsque j'allais à l'infirmerie, j'y allais souvent, donc on croyait que c'était pour sécher le cours de maths. Il y a eu l'incompréhension aussi de l'entourage, il y a eu toutes ces choses-là et qui font qu'après, on devient une espèce de Robocop. Et à l'heure actuelle, en fait, avec les outils qu'on a, il y a les centres antidouleurs, il y a les TENS, il y a les bouillons,
bouillotte, il y a la kiné, il y a plein de choses qui font que on arrive à mieux vivre avec. Très bien, je vous remercie. Et finalement, quel est le rôle de votre entourage dans cette maladie ? J'ai grandi avec la maladie, donc pour moi, ce n'est pas un problème d'en parler. C'est même plutôt naturel. Et puis, le rôle de l'entourage, je trouve qu'il est primordial. Parce que pour soutenir une personne dans ce qu'elle doit affronter, si l'entourage ne suit pas, on peut pas faire sans l'entourage. Alors, il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu ce que je disais dans le passé, où on n'en parlait pas. Il y a eu le regard des gens qui ne savaient pas. Et qui donc, il y avait les moqueries, etc. Il y avait le regard de l'entourage, c'est-à-dire des parents qui faisaient que les parents, pareil, je me faisais gronder parce que mes parents étaient convoqués à l'école pour venir m'apporter des protections. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et puis avec le temps, on a des proches qui commencent à se poser des questions. J'ai notamment ma sœur. Qui est allée un petit peu se renseigner sur ce qu'était l'endométriose et donc du coup qui a compris la maladie qui m'épaule beaucoup. Il y a mon papa qui a dû lui aussi avoir des soucis de santé graves et qui par la force des choses par rapport à ce que lui-même avait subi a commencé aussi à comprendre certaines choses. Et puis j'ai un compagnon merveilleux qui me soutient depuis le début et qui est embarqué avec moi dans cette galère. Voilà. Au regard de votre parcours, avez-vous trouvé finalement des clés pour vivre mieux ? Alors, même si à mon niveau, à moi, je suis qu'un petit grain de sable, j'essaie de sensibiliser au maximum les professionnels de santé, en fait, les institutions. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis engagée en tant que patiente experte, que bénévole patiente experte, que je me suis formée, j'ai passé un DU, je me suis engagée en tant que représentante des usagers. Parce que on a des bénévoles déjà qui sont au contact du public pour informer et ça c'est formidable et c'est indispensable, mais il fallait faire aussi bouger les barrières du côté des institutions, du côté des décisionnaires et c'est pour ça que j'ai décidé à mon petit niveau à moi de m'engager en tant que bénévole. Si vous aviez quelques mots à transmettre à nos auditeurs, lesquels ce seraient ? On va faire un petit rappel pour dire que l'endométriose, c'est une maladie systémique et elle ne concerne pas uniquement la personne qui est malade, elle concerne aussi l'entourage, elle concerne la famille, le couple. Il reste encore des choses méconnues, c'est une maladie qui reste encore taboue, dont on sait encore peu de choses ou pas assez de choses du moins, qui reste encore beaucoup de chemin à faire. Il existe notamment des associations qui peuvent accompagner les personnes ou les familles atteintes de l'endométriose. Moi, elles m'ont beaucoup aidée, Endo-France m'a beaucoup aidée. À des périodes où j'avais pas forcément de réponse de la part des médecins. Donc, c'est important de le souligner. Je les en remercierai jamais assez. On n'aura jamais finalement assez de bénévoles parce que pour être bénévole, en fait, c'est du temps qu'on donne en plus sur notre vie de tous les jours. Souvent, c'est des gens qui sont eux aussi en situation de handicap ou de maladie. Donc, on manquera toujours de bénévoles. Mais même si, on n'en a pas suffisamment, on fait de notre mieux, les bénévoles, que ce soit chez France Asso Santé, chez Endo-France, on fait de notre mieux, du moins pour faire bouger et avancer les choses et on continuera aussi longtemps que nécessaire. Et c'est ensemble aussi qu'on va plus loin, qu'on peut construire des choses et qu'on peut faire bouger. Je pense que tout seul dans son coin, on va pas très loin, quoi. Et en fait, si je me suis engagée en tant que bénévole, c'est parce que je veux pas que d'autres personnes aient à subir ce que j'ai pu subir grâce ou à cause de l'endométriose. Merci beaucoup Emeline pour votre témoignage et pour votre engagement. On peut voir finalement à travers nos échanges qu'un parcours de soins nécessite de prendre en compte le vécu et le ressenti du patient. Chaque soin est différent, mais chaque vécu également. Osons exprimer notre ressenti et dire non lorsque nos droits ne sont pas pris en compte et agir collectivement pour améliorer notre santé. Soignants, soignés, nous n'avons pas toujours la même vision du soin. Et si on construisait ensemble un soin plus respectueux de l'humain ? Nos témoignages et nos vécus sont la clé d'un changement de notre système de santé. Les prendre en compte, c'est être unis et avancer. Chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter ce Face à Face, le podcast qui donne de la voix aux patients. En tant que patient, vous avez peut-être vécu un soin qui vous a marqué. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux en partageant votre expérience avec nous. On se retrouve pour un prochain épisode du Face à Face, le podcast de France Asso Santé PACA. À bientôt!